Des adolescents se rendent à une fête d'Halloween, espérant trouver d'autres jeunes déguisés pour l'occasion. Un tir direct sur la poitrine de l'un d'entre eux a changé les plans pour ce soir-là. Ce qui aurait dû être musique, boisson et rire s'est transformé en sang, cris et horreur. Yoshihiro Hattori est né le 22 novembre 1975 à Nagoya, préfecture d'Aichi, au Japon. Il était le deuxième des 3 enfants de Masaichi Hattori et de sa femme, Mieko Hattori. Dès sa petite enfance, il a été fortement influencé par la culture occidentale, en grande partie grâce à sa mère, ce qui l'a incité à apprendre l'anglais dès son jeune âge. En 1992, alors qu'il fréquentait une école secondaire au Japon, Yoshihiro a pris la décision de s'inscrire au programme AFS, American Field Service, qui se concentre sur les échanges culturels entre adolescents du monde entier. Grâce à ses excellentes performances scolaires, il a mérité une bourse offerte par la Morita Foundation, lui permettant ainsi de participer à un échange aux États-Unis à seulement 16 ans. C'est ainsi qu'il a fait un voyage jusqu'à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, où il a été accueilli par Richard Haymaker, professeur de physique et d'astronomie à l'Université d'État de la Louisiane, ainsi que par Holly Haymaker, médecin. Ils avaient un unique enfant, Webb, de qui Yoshihiro est devenu ami très rapidement. Les Haymaker étaient une famille qui avait déjà reçu des étudiants internationaux en échange à 2 reprises auparavant, et ils ont réservé un accueil chaleureux à Yoshihiro. À sa nouvelle école aux États-Unis, Yoshihiro est rapidement devenu populaire grâce à son charisme et à son comportement extraverti, une caractéristique peu commune dans la culture japonaise. En plus de son charme personnel, Yoshihiro était un passionné de rugby et un pêcheur amateur. Pendant son temps libre, il appréciait passer du temps avec son meilleur ami Webb, qu'il a aidé à surmonter sa timidité pour devenir aussi extraverti que lui. Au début du mois d'octobre, 2 jeunes, Yoshihiro et Webb, âgés respectivement de 16 et 17 ans, ont reçu une invitation à une fête d'Halloween organisée par un autre étudiant en échange. Cependant, la soirée ne s'est pas du tout déroulée comme prévu. Le samedi 17 octobre 1992, vers 20h30, Yoshihiro et Webb se sont dirigés en voiture vers la fête d'Halloween. Pour l'occasion, Yoshihiro était déguisé en John Travolta du film Saturday Night Fever, vêtu en costume blanc, tandis que Webb, qui devait porter un collier cervical en raison d'une blessure intérieure dans sa piscine, s'était déguisé en patient d'hôpital, enveloppé de bandages et de fausses blessures pour cacher sa condition réelle. Après s'être momentanément perdus dans le quartier, les 2 jeunes ont finalement trouvé la maison de la fête. Du moins, le pensaient-ils. Ils ont sonné à la porte et c'est Bonnie Pierce qui est sortie par la porte latérale. Elle a avoué plus tard qu'elle avait été effrayée par l'apparence des garçons, car elle ne s'attendait pas à des visiteurs. Elle est retournée à l'intérieur de la maison et a demandé à son mari d'aller chercher une arme. Pendant ce temps, les garçons avaient réalisé leur erreur et commencé à retourner vers le véhicule de Webb. Cependant, Rodney, âgé de 30 ans, a ouvert la porte d'entrée de la maison, tenant un revolver Magnum 44 à la main, prêt à commettre un acte tragique. Yoshihiro a avancé vers l'entrée en expliquant à Pierce qu'ils étaient venus pour la fête, mais l'homme a crié de s'arrêter. Il est fort probable que Yoshihiro n'ait pas entendu ou compris
ou vu l'arme à cause de l'absence de ses lunettes cette nuit-là. En conséquence, il a continué d'avancer. Dans la confusion, l'homme a tiré sur Yoshihiro à une distance de 1,5 mètre. La balle a touché la poitrine de Yoshihiro, perforant son poumon droit et sortant sous ses côtes. Après le coup de feu, Pierce et sa femme se sont réfugiés à l'intérieur de la maison, laissant les adolescents seuls dans la rue. Webb a sollicité l'aide d'un voisin qui a appelé une ambulance, mais malheureusement, Yoshihiro est décédé en route vers l'hôpital. Ce n'est que lorsque la police est arrivée que les Pierce ont ouvert la porte de leur domicile. Dans un premier temps, les agents de police ont interrogé Pierce, mais l'ont relâché, considérant son acte comme légitime défense pour protéger sa propriété privée. Cependant, cette affaire a rapidement suscité l'attention aux États-Unis et au Japon. Le gouverneur de la Louisiane ainsi que le consulat japonais ont exigé que Pierce soit jugé pour meurtre. Lors du procès, Pierce a maintenu sa position, affirmant qu'il avait agi en pure peur et en légitime défense en raison du comportement étrange et menaçant de Yoshihiro, qui s'approchait de lui de manière insistante. Pour les procureurs, cependant, il était difficile de comprendre pourquoi Pierce, mesurant presque 2 mètres, aurait pu craindre un adolescent pesant moins de 60 kilos. De son côté, Bonnie Pierce a témoigné que son mari avait agi impulsivement, motivé par la peur qu'elle ressentait envers Yoshihiro. Elle a expliqué qu'à ce moment-là, elle n'avait pas pu reconnaître qu'il s'agissait d'un jeune homme déguisé, mais qu'elle avait simplement vu un étranger à la peau non blanche, plus grand qu'elle, qui s'approchait de sa maison et lui parlait. Les Pierce ont également révélé qu'ils avaient eu une dispute ce soir-là concernant l'ex-mari de Bonnie, et Rodney avait déclaré qu'il menacerait cet homme s'il s'approchait de leur maison. C'est pourquoi ils ont réagi avec prudence en prenant une arme lorsque quelqu'un d'inconnu est arrivé. En fin de compte, malgré les débats et les éléments exposés au cours de cette affaire, le tribunal a acquitté Pierce des accusations de légitime défense, déclenchant ainsi un second procès civil le 12 septembre 1994. Ce procès a été initié conjointement par la famille Haymaker, la famille de Yoshihiro, ainsi que plusieurs groupes opposés au port d'armes aux États-Unis. L'objet de cette nouvelle procédure était d'évaluer la question du paiement d'une somme de $650 000 à la famille de Yoshihiro de la part des Pierce. Toutefois, en raison des contraintes légales, ils ont finalement perçu uniquement $100 000 de l'assurance des Pierce après la vente de leur maison. Ces fonds ont été utilisés de manière remarquable pour honorer la mémoire de Yoshihiro. Une partie de cette somme a été dédiée au programme AFS pour créer la bourse commémorative Yoshihiro Hattori, destinée aux étudiants japonais souhaitant étudier aux États-Unis et vice-versa. Cette bourse est toujours active de nos jours, ayant bénéficié à de nombreuses étudiantes et étudiants américains et japonais. En parallèle, le reste de l'argent a été investi dans la création de la campagne Le cadeau de Yoshihiro en faveur du contrôle d'armes. L'objectif de cette campagne a été d'importer aux États-Unis une législation similaire à celle du Japon, où la possession d'armes à feu est strictement réglementée, sauf pour certaines professions comme les forces de l'ordre,
la police et les pompiers. Depuis lors, la famille Haymaker est devenue un acteur social engagé et une figure reconnue dans la lutte pour la réglementation du port d'armes. Ils ont même accompagné les Hattori lors d'une visite à la Maison Blanche, en présence du président de l'époque, Bill Clinton. Bien que l'interdiction totale de la possession d'armes n'ait pas été atteinte, les Haymaker et les Hattori ont contribué de manière significative à une modification importante de la législation. Le 30 novembre 1993, le président Clinton a signé la loi Brady, exigeant une vérification des antécédents criminels et un délai de 5 jours pour tout individu souhaitant acheter une arme à feu. Cette loi avait été proposée en 1991, mais ce n'est qu'après l'affaire Yoshihiro qu'elle a finalement été adoptée. À ce jour, les Hattori persistent à affirmer que la tragique perte de leur fils découle d'un acte raciste, arguant que la seule raison de la peur suscitée par Yoshihiro chez les Pierce était la couleur de sa peau, plus foncée. Par contre, Rodney Pierce a subi la perte de son emploi et de sa demeure, renonçant à toutes ses armes à feu, jurant de ne jamais en acquérir à nouveau. Actuellement, la situation du couple demeure floue, leur lieu de résidence étant inconnu, tout comme les paiements restants de l'amende. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes passionnantes. Soutenez notre travail en appuyant sur le bouton j'aime si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Partagez également vos pensées et théories dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons interagir avec notre communauté et entendre vos idées. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo. Cela vous permettra d'être parmi les premiers à découvrir les dernières découvertes sur les cas des meurtres et le paranormal. Merci encore de faire partie de notre communauté. Nous avons hâte de vous amener dans de nouvelles aventures passionnantes. À la prochaine.